les doutes qu'on peut avoir au début en se lançant, de se dire est-ce que ça va marcher, est-ce qu'on va trouver des clients. C'était un peu ça les doutes que je pouvais avoir au départ. Bon, je me rends compte aujourd'hui que j'ai passé quand même une crise immobilière sans problème en continuant à faire progresser mon chiffre. Donc ça, j'en suis plutôt fière. Bienvenue sur Pourquoi pas moi en chemin. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi et la créatrice du bilan de compétences nouvelle génération, finançable avec ton CPF. Grâce au format En chemin, je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement, leurs peurs, leurs doutes, leurs réjouissances, le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Bonjour Émilie. Bonjour Charlotte. Je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui. On est donc dans le programme En chemin, on te suit depuis le début de ta reconversion professionnelle. Ton dernier rendez-vous, c'était le 4e et c'était il y a 2 ans. Est-ce que tu pourrais nous raconter tout ce qui s'est passé depuis ? Oui, alors exactement. Ça fait pile poil 2 ans qu'on s'est parlé. Eh bien, toujours le chef d'entreprise dans l'architecture d'intérieur et la décoration. Donc, ma société aujourd'hui, elle a 3 ans et demi. Et donc, 2 ans de plus, 2 exercices de plus. Donc, je suis plutôt contente parce que j'ai passé le cap des 3 ans. Il paraît que c'est un cap. Il paraît. Voilà. Donc, plutôt bien passé. Avec une progression de chiffre d'affaires, doucement mais sûrement. Donc je suis toujours seule, mais voilà, j'ai pu développer un petit peu mon chiffre, mon salaire, qui faisait partie un peu des objectifs du dernier Oui, épisode. justement, c'est exactement ça. Je reprenais les grands points de dernier épisode et ta priorité, c'était de développer ton chiffre d'affaires. Tu te payais depuis le mois de mars, ce qui te permettait de pouvoir atteindre le montant de ton chômage. Là, aujourd'hui, sans forcément partager de chiffres, où est-ce que tu en es ? Bah là, j'ai pu m'augmenter un petit peu. Alors mon objectif, moi, c'est pas forcément d'augmenter d'un coup et puis de réduire si jamais j'ai moins de trésor ou il y a un peu moins de projets. Donc mon objectif, c'est d'avoir une comptabilité qui soit plutôt clean et avec une progression de chiffre d'affaires, voilà, qui continue de grimper progressivement sans faire trop d'à-coups. Et idem pour le salaire. Donc je me suis augmentée raisonnablement, histoire de surtout pas revenir en arrière. C'est l'objectif, c'est de pas revenir en arrière, donc de le faire progressivement. Et est-ce que tu as du coup réussi à atteindre la rémunération que tu avais dans ton job précédent de responsable marketing ? Pas encore, mais voilà, je préfère y aller progressivement. Et il y a aussi la limite du fait d'être seule, où au bout d'un moment, on se rend compte de la limite de production, en fait, de se dire qu'il faut que je trouve des leviers pour être plus rentable, être plus efficace peut-être, ou peut-être trouver de l'aide quelque part si je peux me le permettre. Donc je suis toujours dans cette phase encore de recherche d'optimisation de temps, de productivité. Bon, en tout cas, d'après les chiffres que j'ai, quand je me renseigne un petit peu sur le marché, des gens qui se lancent sur les 5 premières années, on va dire, je pense que je suis plutôt dans la plaque. En étant seule, bien sûr, parce qu'après, forcément, dès que tu as plusieurs, Oui, il faut être il faut, faut être dans la comparaison. exactement, faut se comparer à ce qui est Qui, comparable, qui juste, ouais, parce que ceux qui sont deux, trois, forcément, ils doivent se payer à deux ou oui. trois, donc forcément, il faut plus de projets, mais tu produis plus aussi, donc voilà. Et petite question complémentaire, il y a la rémunération que tu te verses, mais on sait que quand on est entrepreneur, il y a des avantages à côté qui sont notamment les frais. Il y a des frais connexes qui font que du coup, ça englobe au niveau global. Quand tu dis que tu n'es pas encore arrivé à la rémunération que tu avais avant, c'est en prenant justement en compte tout type de rémunération qui peut être potentiellement un peu plus déguisé ou de façon factuelle, tu es à moins. Là, je compte que ce que je me verse comme salaire. Par contre, c'est vrai que je pense que je peux aussi optimiser un petit peu
fiscalement ou comptablement, de passer des frais, des choses. Mais j'ai pas encore pris trop le temps de me pencher dessus avec l'expert comptable, mais je pense qu'il y a des optimisations aussi à faire à ce niveau-là. Ouais. Et aujourd'hui, donc, du coup, quand rappelle-nous, tu t'étais lancée avec quel statut et aujourd'hui, tu as quel statut? Je me suis lancée directement en SARL et je suis toujours en SARL. Euh, je sais pas si c'était une bonne chose avec du recul. Est-ce que j'aurais pu me lancer en auto-entreprise et attendre de passer un certain seuil pour basculer? Euh, J'avais essayé de faire un peu le calcul sur une année complète et je pense que ça revenait à peu près au même en termes de charges parce que forcément en société on a plus de charges, mais en auto-entreprise, on paye des impôts sur tout le chiffre qu'on fait et pas que sur le salaire qu'on se verse. Donc l'un dans l'autre, je peux déduire de la TVA, je peux déduire des frais. Donc je pense que finalement, ça revient à peu près au même dans ma situation. Donc Ouais, puis il y a je pense qu'il y a aussi une question de mindset. Tu vois, j'en avais parlé avec des entrepreneuses qui étaient auto-entrepreneuses et qui du coup se disaient ah ok maintenant bah je vais dépasser mon seuil et qui du coup se plafonnaient un peu en termes de mindset sur leur business parce que elles allaient dépasser le seuil de l'auto-entrepreneur et que potentiellement le saut dans l'URL leur faisait peur. Et moi, je suis comme toi, j'ai commencé directement avec une société. Alors après, moi, j'ai commencé en SAS et après, j'ai basculé en URL. Et c'est vrai que je trouve que bon, clairement, l'auto-entrepreneur, c'est un moyen très facile de se lancer. Mais je trouve qu'il y a une côté posture de l'entrepreneur directement en se disant, bah voilà, c'est une entreprise. Et puis, comme tu le disais, la récupération des charges de la TVA qui sont clairement pas neutres. ouais, bah je pense qu'on en avait déjà parlé dans un autre épisode. Ça me dit Mm. quelque chose. Effectivement, moi, c'était aussi une question de posture et de se dire finalement sur ce métier, sur ce marché-là, il y a énormément de reconversions et enfin, je sais pas le pourcentage, mais je pense que c'est peut-être 80 ou 90% des gens qui se font des reconversions commencent en auto-entreprise. Et alors, je sais pas si les clients regardent ça ou pas. Finalement, je pense que c'est pas si important que ça. C'est peut-être plus pour moi que je l'ai fait que pour l'image que ça pouvait renvoyer. Mais de se dire, j'y vais à fond. En fait, j'avais l'impression de pas y aller à fond si je faisais une auto-entreprise. Bon, c'est peut-être complètement bête de penser comme ça, mais c'est une question de posture, je pense, c'est de me dire, bah, si j'ai fait tout ça, si j'ai investi dans ma formation, si j'ai tout plaqué, c'est pour y aller à fond et je veux pas faire semblant. Donc, je suis partie directement comme ça en me disant, voilà, j'ai la responsabilité d'une société, donc faut que j'y aille, quoi. On y va. Et Voilà, c'est donc, ça. quand tu t'es lancé, t'as commencé avec des projets pour des particuliers, notamment. Donc, on sait que du coup, dans l'architecture d'intérieur et la décoration, il y a plein de projets, hein, il peut y avoir plein de choses différentes. Toi, est-ce que tu as choisi un créneau du coup particulier? Pas spécialement. Après, alors j'ai quand même la chance d'avoir pas mal de demandes entrantes, donc ça c'est plutôt chouette parce que et parfois j'en ai beaucoup en même temps, donc je peux me permettre le luxe de refuser certains projets, donc ça c'est quand même C'est top. très appréciable. Si en termes de contraintes, de timing, de budget, je sens que ça passe pas ou que les clients ils ont des attentes complètement pas en phase avec leur budget ou leurs contraintes et qu'ils veulent rien savoir, je me dis bah vaut mieux pas y aller, ou ils ont envie de faire quelque chose qui est un peu cache-misère et pas quali. Je peux pas me positionner dessus. Aussi bien moi j'ai pas forcément envie de faire ça et je trouvais pas forcément les artisans pour le faire parce que j'ai Mhm. envie de faire les choses bien. Euh, donc c'est un luxe de pouvoir refuser ce genre de choses. Après, c'est vrai que j'ai fait quasiment que des projets de particuliers, donc appartements, maisons, studios, combles. Je fais beaucoup de combles. Je commence à avoir une spécialisation malgré moi, je pense. Mais bon, j'ai fait 4 projets de combles. Et là, je viens d'être contactée hier encore pour un potentiel autre projet de comble. Donc, le fait de communiquer aussi sur mes projets, bah, et de voir que je sais jouer avec les contraintes, je pense que ça attire le client suivant. Et j'ai eu l'occasion de faire des projets B2B, mais c'est pas grand-chose encore, mais c'est hyper chouette parce que ça change vraiment
du particulier et ça permet de faire un petit peu autre chose. Donc j'ai fait des bureaux pour un cabinet expert comptable, donc dans un appartement type haussmannien. Donc là ça ressemblait à un appartement en termes de contraintes, mais bon pour tout ce qui est normes de circulation de bureau, donc ça change un petit peu. Il y a des règles de Voilà, le sécurité à mobilier est suivre. différent, les règles de circulation, etc. Puis je pensais aussi aux éclairages aussi différemment. Donc c'était assez intéressant. Et là récemment, il y a peut-être début 2024, j'ai fait donc le temps que ça se finisse, j'ai fait plutôt la déco mais sans suivi de chantier d'une école. D'une école post-bac qui forme des gens en alternance à tout ce qui est gestion, RH, commercial, etc. Donc c'était des locaux d'à peu près 450 mètres carrés. Et donc j'ai travaillé un peu sur les couleurs des salles de classe, toutes les parties communes, l'accueil, donc l'espace café, baby-foot, etc. Donc c'était l'espace repas. Enfin c'était hyper chouette. Et là, Justement, c'est quelque chose dont on avait parlé à l'époque, il me semble, juste parce qu'en effet, certains architectes, décorateurs, et je pense notamment à Claire que j'ai interviewée, la fondatrice de Slow Garden, qui elle fait de la décoration, mais de plutôt paysagiste. Enfin, c'est pas plutôt, c'est exclusivement du jardin. Et en fait, quand elle s'est lancée, à la base, elle faisait tout avec son mari. Donc, il portait les gravats, il construisait les jardinières. Il posait l'herbe synthétique. Et puis, à un moment donné, elle a commencé à se fatiguer parce que forcément, c'était lourd physiquement et difficile, même si Claire est très, très grande et forte. Et un jour, on les a sollicités pour un projet. Donc, ils sont basés dans la région de Marseille et maintenant même de Toulon. Et un jour, on les a sollicités pour un projet en Corse et ils ont dit mais nous on peut pas faire parce qu'on peut pas réaliser les choses en Corse. Et les personnes ont dit non mais c'est pas grave, nous on trouvera et vous inquiétez pas. Et aujourd'hui leur business c'est exclusivement du dessin et plus du tout de la réalisation ni de suivi de chantier. Okay. Et il me semble qu'on en avait parlé à l'époque parce que clairement le suivi de chantier c'est vraiment quelque chose qui prend énormément de temps et d'énergie. Et du coup, dans cette volonté de pouvoir gagner du temps et du chiffre d'affaires et de l'énergie, pour toi, en effet, c'est sûrement une piste intéressante aussi à explorer en parallèle. Alors moi pour le suivi de chantier, j'aime vraiment faire ça et je trouve que c'est ça qui est aussi. Oui, c'est ce que tu m'avais dit la dernière fois, je me rappelle. C'est rémunérateur aussi de prendre le projet complet. Donc moi, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Alors je l'impose pas. Parce que j'estime que je passerai certes c'est sûr avec du recul parce que j'ai plusieurs projets où j'ai pas fait le suivi chantier et clairement ils sont super canons et parce que voilà on a fait des trucs vraiment chouettes avec les clients, on a fait des choix un peu osés et si j'avais refusé le projet parce que il y avait pas le suivi de chantier, j'aurais pas ces photos-là, j'aurais pas ces projets qui seraient sortis et ça aurait été vraiment dommage. Donc j'estime que vu le passé déjà, vu les projets que j'ai sortis sans suivi de chantier, clairement je refuse pas un projet sans suivi de chantier. Mais j'avoue que je préfère faire la mission complète parce que j'aime bien voir les choses évoluer. Voilà, j'aime bien repartir de rien, de tout crado, tout cassé, et puis voir les choses se reconstruire petit à petit, de semaine en semaine. Et jusqu'à l'aboutissement. Et donc on avait parlé aussi du shooting photo pro où aujourd'hui c'est quasiment systématique pour moi. Donc j'ai trouvé un photographe avec qui je m'entends bien et avec qui ça se passe super bien. Du coup j'ai toujours le même style de photo et c'est un investissement que je fais aussi. Voilà, j'ai des copines avec qui je réseaute, des copines archi aussi. On discute pas mal de notre quotidien, de nos choix, etc. C'est super intéressant. Et il y en a qui mettent beaucoup moins cher dans les shootings ou dans les photos. Euh, donc du coup peut-être qu'ils peuvent se payer un peu plus. Enfin voilà, c'est aussi toujours des choix. Oui, voilà. après c'est des choix, c'est ça, c'est des choix. En effet. Et moi mon choix c'est de continuer à avoir cette qualité-là parce que j'estime que je suis très active sur Instagram et du coup ça m'apporte quand même. C'est un canal d'acquisition pour moi. J'ai quand même pas mal de clients qui arrivent par là. Donc, si j'y passe du temps, c'est ta carte de visite. c'est là où j'investis le plus, on va dire, dans mes photos et du coup sur Insta, parce que c'est aussi ce canal-là qui fonctionne très très bien pour avoir des clients.
Tant que ça marche, je joue. Ouais. Ouais, non, mais c'est vraiment ce que c'est intéressant ce que tu dis parce que clairement chacun va faire des arbitrages par rapport à ses investissements parce qu'en effet c'est un investissement mais qui voilà qui a un ROI certain parce que tes projets sont canons et du coup autant qu'ils soient encore plus valorisés par l'œil et l'expertise d'un photographe hein. Et du coup ça montre que tu fais de la qualité et ça donne envie. Par contre il y en a où pour qui ce sera moins important et puis comme tu viens du marketing tu sais que c'est important et à quel point ça peut être efficace. Ouais, alors c'est vrai que je dis. Alors déjà, je dis souvent que c'est un travail d'équipe. De toute façon, c'est que bon, moi, je peux dessiner tout ce que je veux, mais ce qui est important, c'est d'avoir les artisans qui sont soigneux, qui travaillent bien et qui font bien les finitions. Ce qui fait que quand on a des photos de qualité où on peut faire des photos de détail, on voit bien les finitions et on voit bien que c'est bien exécuté. Donc c'est pour ça que j'estime que c'est un travail vraiment à trois, voire quatre, en plus avec le client. Donc l'archi d'intérieur, les artisans et le photographe. Évidemment les clients pour qu'ils jouent le jeu et qu'ils acceptent de faire voilà de concrétiser le projet et accepter aussi les photos parce que c'est super important pour moi. Après, par rapport à la stratégie marketing, de choisir tel canal ou tel canal, en fait, ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour quelqu'un d'autre, parce que ça dépend vraiment. Je trouve que c'est vraiment une démarche personnelle. Et alors, en tout cas, dans la façon que j'ai de communiquer sur Instagram, je suis vraiment dans l'authenticité, et dans le partage de mon quotidien. Donc, je partage vraiment mes chantiers en story au quotidien, et après, je poste mes avant-après et mes projets terminés sur le feed. Euh, Tout le monde n'a pas cet axe de communication-là. Après, toujours pour discuter avec d'autres personnes qui me disent, ah, mais comment tu fais pour passer autant? Tu dois y passer du temps. Oui, j'y passe du temps, mais en fait, elles, ça les gonfle. Elles estiment que c'est une corvée. Moi, c'est ma pause, c'est ma récré, en fait. Quand j'ai fait 2 réunions de chantier dans la journée et que je rentre, que je suis restée plusieurs heures debout à prendre des notes, à me concentrer sur qu'il faut pas oublier tel truc. En rentrant, j'ai pas trop envie de faire mes comptes rendus tout de suite. Je me pose, je me fais un petit café ou un petit thé et puis je fais mes stories de chantier. Et le fait de déjà de récapituler ce qui s'est passé dans mes réunions de chantier en story de façon ludique, déjà ça commence à me cadrer un peu mes comptes rendus enfin je les cadre, je les résume un peu comme ça de façon ludique en story. Et après quand je les fais, du coup j'ai déjà un petit peu les choses en tête et forcément après les comptes rendus vont beaucoup plus dans le détail. Mais c'est ma façon de me faire une petite récré en rentrant et puis c'est utile et agréable. Donc, Mais t'as raison hein, parce que clairement tu vois j'ai créé depuis que j'ai lancé au début de l'année un programme qui s'appelle Mon entreprise alignée et profitable et justement c'est ce qu'on dit aux clientes, c'est que un canal de communication notamment Instagram ou autre, c'est à chacune de savoir si c'est bon pour soi, pour son équilibre de vie pro vie perso, si ça dans tous les métiers ça peut être intéressant, mais si ça correspond pas à qui on est, à ce qu'on veut faire et si c'est quelque chose qui nous prend plus d'énergie que qui nous rapporte, ça n'a aucun intérêt de le faire parce que quand on va sur Instagram, ce qui est important, c'est de voir l'énergie qui est diffusée par le compte en fait, parce que si tu le fais et qu'en fait ça te saoule, clairement, en fait ça sera contre-productif. oui, alors déjà oui, il y a le plaisir qu'on a à le faire pour pas se forcer, sinon il faut le déléguer. Et aussi ça doit pas juste être un amusement. Alors c'est bien ça peut être un passe-temps comme un autre, mais si ça ramène pas de clients, si ça ramenait pas de clients, je passerais moins de temps. Ouais. Là, en fait, pour moi, c'est plus facile de mettre ça à jour au quotidien que mon site. Le prochain défi, c'est vraiment de mettre à jour mon site internet parce que c'est une catastrophe. Je pense que ça fait 1 an et demi que je l'ai pas mis à jour. Donc, mais bon, le fait de tout faire seul, on peut pas être se connecter de l'alimenter au quotidien. Donc, et puis finalement, c'est une belle vitrine, quoi. Donc, Oui, finalement, tu te dis, il y a plein de personnes. Je pense, tu vois, par exemple, à Cyrielle que j'ai interviewée aussi dans En Chemin, qui était architecte et elle est devenue, donc elle était architecte, elle construisait des maisons et elle est devenue illustratrice. Et depuis, d'ailleurs, ça il faudrait que je lui propose aussi de je la faire suis, la suite. oui, parce que je l'ai connue grâce à toi, c'est donc je la suis sur Insta et c'est super ce qu'elle fait.
Ouais, c'est top. Enfin, son compte Insta a Oui, explosé. Enfin, il a continué à exploser. Elle a écrit des BD. Enfin, ça vraiment, ça marche ouais, super bien ouais, ouais. pour elle. Et je la croise de temps en temps parce qu'on habite dans le même quartier. Et et Cyrielle, elle a pas de compte, elle a pas de site web en fait. Elle dit bah voilà, ma vitrine c'est mon compte Insta parce qu'en effet, il y a un moment donné, ça prend du temps et qu'il faut savoir mettre son énergie au bon Mm. endroit. Donc tu peux pas être partout, Et hein. non, c'est ça. Il y a un Seul, moment on peut donné, pas être partout. Et puis, est-ce que c'est c'est utile ça. d'être partout? Parce qu'au bout d'un moment, si on fait plein d'actions et que finalement on a plein de leads et qu'on ne sait pas les traiter et qu'il y a une file d'attente et que on n'est pas réactif, ça sert à rien non plus. C'est un coup d'épée dans l'eau. Donc, Mm. Aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi ton canal d'acquisition prioritaire? ça reste quand même le bouche à oreille et la recommandation, mais pas mal quand même Insta. Euh, enfin Insta, alors réseaux sociaux, mais forcément c'est plus Instagram. Après j'ai ma page Facebook pro qui est reliée à mon compte Instagram, donc tout se met en parallèle. Et Ouais, en fait sur Instagram je publie vraiment au quotidien. Donc j'ai pas, enfin j'ai au moins une story, à minima une story par jour. mm. Donc ça, c'est vite fait, c'est pas grand-chose, hein. Enfin, parfois, c'est un peu travaillé, parfois, c'est vraiment une photo et Coucou. voilà. Donc, faut varier aussi l'effort qu'on fait. C'est pas il n'y a pas Mm. besoin toujours de faire des efforts, de faire des gros montages vidéo. Parfois, juste une photo, un petit coucou, ça suffit. Je garde LinkedIn quand même. Mais LinkedIn, c'est pour moi c'est moins du quotidien, c'est que j'estime que quand j'ai un projet qui est terminé complètement et que je l'ai quasiment posté entièrement sur Instagram, où j'en suis à la fin, où j'ai déjà dévoilé un peu toutes les photos du projet sur Ouais, Insta, là je le poste d'un coup sur LinkedIn avec soit une vidéo avant-après, soit un carrousel. Où là, j'explique vraiment la démarche du projet complètement. Et enfin, je fais un récap du projet entier et ça va tenir en un post, voire deux maximum sur LinkedIn. Mais ça peut ouais. marcher aussi quand même. J'ai quand même eu deux, trois touches intéressantes par LinkedIn, donc dont un très gros Ok. projet. Oui, parce qu'en plus, Donc ça peut si tu marcher fais comme ça. maintenant des écoles, des bureaux, ça fait complètement sens. Oui, voilà. Après, j'ai quand même beaucoup de projets qui sont venus, mais même parfois de mon réseau, mais d'il y a très longtemps, de gens. Enfin, j'ai une cliente en fait, c'était une ancienne collègue. On s'était pas parlé depuis 10 ans, facile, je crois, Mm. même peut-être plus. Et tout d'un coup, LinkedIn a fait qu'elle m'a recontacté c'est fou quoi. Donc Ouais, c'est sympa, mais j'ai eu la même chose. Bah, typiquement dans mon entreprise alignée profitable, il y avait une personne qui s'est inscrite. Je me dis mais son nom me dit quelque chose. Et puis bon, j'avais pas creusé entre guillemets. Et à l'occasion du premier live, je la vois, je me dis mais on se connaît. Et elle me dit mais oui, tu te rappelles, on a travaillé ensemble chez Mille Unis, c'était il y ah a oui, c'était 20 tout au ans. tout début pour toi ça. C'était ma première expérience pro, enfin en tant que salariée et trop chouette de la retrouver là. Et tu te dis c'est quand même c'est super chouette en effet, bah, grâce aux réseaux sociaux que on puisse retrouver des personnes avec qui on a travaillé ou même il y a une personne qui m'a contactée, on était en colo de vacances quand on était en seconde, qui me dit ah bah voilà ça m'intéresse ton programme le bilan de compétences nouvelle génération et je trouve ça génial parce qu'en effet du coup bah, cette visibilité sur les réseaux sociaux elle permet aussi du coup de recréer des liens avec des personnes qu'on n'a pas vues depuis tellement longtemps quoi. Ouais, et puis finalement, ça se fait. En fait, on se reparle, enfin, on se raconte un peu nos vies, et puis c'est Mm, reparti, quoi. c'est ça. Aujourd'hui, c'est quoi tes nouvelles peurs? Bah aujourd'hui, il y a le côté, bah, je te disais en préambule, c'est que j'ai beaucoup de demandes là depuis. Alors il y a eu un marché assez fluctuant là sur les 2 dernières années quand même. Il y a eu une crise dans l'immobilier qui par ricochet a fait quand même des dégâts sur le marché de la déco et de l'architecture d'intérieur. En fait, il y a une baisse de demande, enfin il y a une baisse de vente et de rachat de maisons, d'appartements, etc. Donc du coup il y avait beaucoup moins de rénovation totale. Après j'ai eu la chance moi de quand même continuer à avoir pas mal de projets, mais plus petits.
Donc ça peut être juste une pièce, juste une salle de bain, une cuisine, une salle de bain. Voilà, j'ai plein de que de salles de bain. Donc c'est après je refuse rien parce que j'estime qu'il n'y a pas de petits projets. Donc et puis ça me permet de toujours travailler, de toujours avoir quelque chose. Enfin j'ai pas eu peur en tout cas pendant la crise. J'étais attentive à ce qui se passait, mais j'ai jamais eu vraiment un gros creux. J'ai peut-être eu 2 mois de creux, mais je suis partie en vacances une semaine. Après, j'étais un petit peu malade, donc tout de suite, ça s'est ressenti parce que j'étais pas du tout au taquet sur les projets. Mais j'avais fait un trimestre avant où j'ai cartonné, donc ça m'a permis de tenir le cap pendant les 2 mois un peu plus calmes. Donc ça a été. Mais ma crainte aujourd'hui, c'est de trouver toujours cet équilibre entre le pro et le perso. Parce que que je disais, je peux me permettre de refuser certains projets, mais c'est très rare. C'est vraiment quand je peux pas les prendre ou que je les sens pas du tout. Mais je prends beaucoup de choses quand même. J'accepte beaucoup de choses. Et du coup, j'ai peur de soit pas être assez disponible pour mon entourage, ou soit pas être disponible pour mes clients. C'est toujours le côté. Et puis, au bout d'un moment, la peur, c'est que je sois pas assez disponible pour moi. Ouais. Donc c'est là où je me dis quand je raconte là je réseaute beaucoup hein, je déjeune régulièrement, j'essaie de me faire au moins un déjeuner réseau par semaine, que ce soit amis, anciens collègues, je sais pas, quelqu'un qui est dans l'immobilier dans le coin en réseau d'entrepreneurs, autre archi, voilà. Alors, j'essaie de faire au moins un déjeuner réseau par semaine et quand bon, voilà on se raconte un petit peu nos vies et ce qui se passe. Et il y a beaucoup de gens qui me font attention, tu fais beaucoup de choses, t'es un peu partout parce que je suis aussi aux associations de parents d'élèves dans les 2 établissements scolaires différents. Ah oui, Euh, ah oui, donc ah j'essaie de oui. faire un petit peu de sport à côté. Voilà, et je suis dans une association d'entrepreneurs aussi. J'en avais parlé un petit peu la dernière fois. J'en ai testé une deuxième pendant un an où je me suis pas forcément trouvée à ma place, donc j'ai arrêté. Par contre, la première que j'avais dans laquelle j'étais rentrée très vite au début, ça se passe super bien et du coup je suis rentrée au conseil d'administration, donc bon pareil, c'est des réunions en plus, c'est Ça prend du voilà, temps, donc ouais. je regarde pas du tout parce qu'on a une super équipe et ça se passe vraiment super bien, une entente au top. Mais tout ça, c'est aussi des engagements. Euh, des responsabilités en plus. Et puis Ouais, du quand je temps et de la quand charge je vais dans mentale un aussi. club, une association, je me dis je veux pas y aller pour rien et je veux pas juste faire de la Mm. figuration. Donc j'essaie de m'engager un minimum et d'être active. Donc tout ça, ça fait qu'au bout d'un moment, ça fait beaucoup et alors ça me fait plaisir. Donc c'est un peu pour moi aussi, mais c'est pas moi en tant que voilà en tant que personne de ma santé morale, physique. Ouais, Je pense et puis c'est pas du que je délaisse repos, un peu trop c'est pas cette du repos. partie-là. Ouais, c'est pas du Ouais, repos. Donc, j'ai tout le temps ouais. le cerveau en ébullition. Et c'est vrai que parfois c'est ça qui me fait un petit peu peur, c'est d'oublier de m'occuper un peu de moi et de de ralentir un peu pour moi. Ouais. Ouais, parce que, enfin, moi, je sais que clairement, bah, j'aimerais trop m'investir dans l'école, tu vois, faire plein de choses, mais à un moment donné, je me dis, en fait, on peut, enfin, moi, bon, surtout que mon post-burnout, mon corps me parle très fort hein, quand je tire trop sur la corde. Et j'aimerais trop, mais maintenant, je sais que j'ai fait le choix. Alors, je m'investis, tu vois, typiquement, il y a le marché de Noël, et donc je fais plein de trucs homemade pour le marché de Noël, mais c'est tout. Après, la kermesse et compagnie, j'ai bah tant pis, c'est sans moi. Et puis, je veux pas être à l'appel comme ça. J'ai pas d'obligation en plus. Euh, mais voilà, en effet, c'est difficile. Ouais. Ça a été un gros défi dans ma tête avec moi-même de me dire, bah vas-y, investis-toi. Mais à un moment donné, je me suis dit, non, mais Charlotte, si tu t'investis, ça sera forcément au détriment de quelque chose que tu as aujourd'hui. Et l'équilibre, équilibre vie pro, vie perso, c'est tellement fragile Ouais. que du coup, non, quoi. Mm. Après, à la limite, quand tu parles de marché de Noël, c'est quelque chose d'assez ponctuel. Donc, si ça peut te faire du bien de t'engager dans autre chose, mais que ce soit pas un engagement à l'année, ça permet d'avoir l'équilibre entre se dire, je fais quand même quelque chose à côté, C'est ça. mais comme c'est ponctuel, Ouais. je m'engage pas non plus Mm. sur des durées de fou et ça peut faire plaisir aussi de s'engager dans des choses et Ouais, bah, carrément, ça ça a dépend un des vrai gens. sens. Mm. Oui. Je pense que là-dessus, on a un peu un point commun, c'est que ça nous fait aussi plaisir de s'engager dans quelque chose et d'aider les autres. Donc, maintenant, faut savoir doser entre est-ce que je le fais ponctuellement de temps en temps ou est-ce que j'arrive à le faire toute l'année en C'est ça. suivi, quoi.
Ouais. Ouais, et puis après c'est se dire, enfin tu vois, moi typiquement je me dis finalement le podcast je l'ai jamais commercialisé depuis le début depuis le début de l'histoire de pourquoi pas moi, et finalement voilà, c'est une de mes contributions en, alors c'est pas associatif parce que ça me ramène des clients, mais mine de rien quand je vois le temps que ça me prend, finalement je me dis c'est aussi ma façon à moi de contribuer en aidant grâce à du contenu qui est gratuit et du coup et qui sert ma raison d'être aussi. Ouais, moi je vois très bien. Est-ce que tu as des doutes? Des doutes, pas, pas spécial, enfin pas spécialement. Bah c'est toujours le doute, les doutes qu'on peut avoir au début en se lançant, de se dire est-ce que ça va marcher, est-ce qu'on va trouver des clients. C'était un peu ça les doutes que je pouvais avoir au départ. Bon, je me rends compte aujourd'hui que j'ai passé quand même une crise immobilière sans problème en continuant à faire progresser mon chiffre. Donc ça, j'en suis plutôt fière. Tu peux. Donc, euh, et puis, c'est vrai qu'il y a des cycles. Donc, au début, les doutes que je pouvais avoir sur des phases un peu plus creuses, qui pouvaient durer parfois 2 mois, 1 mois ou deux, je me disais, bon, tiens, c'est bizarre, j'ai moins de demandes. En même temps, j'ai des idées de levier d'acquisition que j'ai pas encore actionné parce que j'ai pas eu besoin de le faire. Donc, je me dis, bon, tant que j'ai pas tout essayé, tout ce que j'avais en tête, faut pas s'alarmer. Et puis, finalement, ça repart. Et puis, euh, donc les doutes que je pouvais avoir sur ce côté cyclique, ça commence à s'estomper en fait parce que le fait aussi de partager avec d'autres entrepreneurs dans les clubs et d'autres archis, mais que ce soit archi ou autre activité, hein, c'est vrai dans toutes les activités d'entrepreneuriat, il y a beaucoup, c'est vrai dans beaucoup de secteurs où c'est cyclique finalement. Et en fait, les anciens en fait de l'asso me disent mais t'inquiète pas, ça va être comme ça tout le temps en fait, parce que même ceux qui ont 10 ans d'expérience ils me disent non mais c'est comme ça. Donc on est plus salarié, tout dépend que de nous. Donc des fois si on a un coup de mou et qu'on est moins actif, ça se ressent tout de suite. Il y a la conjoncture, il y a tout un tas de facteurs qui font que ça peut pas être linéaire. Euh, et donc maintenant j'arrive à apprécier les moments où c'est plus calme, alors qu'avant c'était des choses qui pouvaient m'angoisser un peu. Maintenant, je l'apprécie parce que je me dis, j'ai moins de boulot, je peux peut-être faire un petit peu autre chose. Donc, le prochain creux, je pense que je ferai la mise à jour de mon site internet. Et donc, pour l'instant, j'attends. Mais je me dis, le prochain creux, je le mettrai à profit pour faire quelque chose. Et juste le fait de mettre à jour mon site internet, de pouvoir communiquer dessus, potentiellement, ça va relancer un peu la machine aussi. Donc, mine de rien, non, je le prends beaucoup mieux et j'ai moins de les doutes que j'avais, c'est ça essentiellement, et aujourd'hui, je les ai beaucoup moins. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu as réussi à surmonter ces 2 années où il y a une crise dans l'immobilier? J'ai continué à rester moi-même, à communiquer sur tout ce que je faisais. J'ai accepté aussi des projets qui étaient petits, avec des petits budgets, où je me suis vraiment cassé la tête pour faire rentrer le projet dans un budget serré. Après, les artisans, ils avaient un petit peu moins de travail aussi, donc ils acceptaient de faire des choses. En fait, voilà, c'est la loi de l'offre et de la demande, hein, finalement. Donc après, il y a des C'est de la bonne oui, volonté. faut que tout le monde mette un peu de bonne volonté. Bon, dans la limite du raisonnable, évidemment. Il faut pas bosser gratuitement, mais je pense que je travaille avec des gens qui acceptent de faire aussi un peu des efforts. On n'a pas forcément cassé les prix ou quoi que ce soit. Hein. C'est que juste qu'on a pris des projets qui étaient plus petits et puis finalement on a sorti des choses chouettes avec des gens qui étaient contents. Et on a toujours continué à avoir cette satisfaction-là de travailler ensemble et d'aboutir à quelque chose de chouette. Donc ça conserve une certaine dynamique en fait. Et puis ça, finalement là, depuis fin août où je suis rentrée de vacances, ça n'arrête pas. C'est fou. Ouais, le business Ouais, ouais. repart. Enfin, L'immobilier moi, je repart un vois que petit peu, septembre, je c'était pense. calme. Ouais. Et donc, oui, en fait, nous, on est vraiment le ricochet derrière l'immobilier. Donc, on suit vraiment. Là, les taux, ça baisse un peu. Les Ouais. transactions, je pense que ça repart. Donc ouais, ça se ressent. Ouais. Donc c'est chouette. Donc bon. Trop bien. C'est quoi tes nouvelles réjouissances? Euh, bah, je- ce dont on vient de parler, je pense que c'est une bonne réjouissance déjà. Mm. Euh, j'ai
J'ai un truc chouette aussi où je suis contente, c'est que j'avais parlé d'un projet qui était assez long et qui où c'était le fameux projet où j'avais la cliente qui voulait une maison, une entrée comme dans Aide Décoration, je sais pas si tu te souviens. Euh, Je me rappelle pas. et j'avais eu un brief un peu un peu original et en fait c'est vrai que c'était un très joli projet et ça fait 1 an que j'essaye d'avoir de faire les photos parce que j'ai vraiment hâte de partager ce projet-là et puis ça, bon finalement le temps passe et puis pendant 1 an il s'est pas passé grand-chose et là ça y est normalement c'est programmé pour le mois prochain donc je suis contente parce que c'est une petite réjouissance de se dire que ce projet-là il est chouette. J'ai fait des choses, alors ça date un petit peu maintenant, mais c'est pas grave. J'ai fait des choses que j'avais pas faites avant. Il y avait pas mal de menuiserie sur mesure. Donc pour moi c'est une petite victoire de réussir à avoir des photos sur ce projet-là. Et les réjouissances, bah, typiquement ça peut être sur des typologies de projets aussi. C'est que au tout début, on m'a demandé de créer un meuble from scratch, vraiment à partir de rien, de se dire que bon, les premiers meubles que tu crées sur mesure, c'est un petit peu, tu te mets un peu la pression en disant est-ce que je vais réussir à être suffisamment créative, à faire des choses qui soient créatives mais qui soient faisables techniquement et puis qui respectent un certain budget parce que Ouais, qui coûte pas un voilà, bras, ouais. sachant que la menuiserie elle vend en poupe en ce moment, donc les budgets s'envolent. Ouais. Mais j'arrive à proposer aujourd'hui des menuiseries sur mesure qui sont assez fonctionnelles, originales, et j'essaie de faire des choses différentes à chaque fois. Et ça me plaît vraiment de plus en plus de dessiner des menuiseries sur mesure. Donc c'est vraiment quelque chose que j'arrive à développer. Et après, je commence à vraiment savoir adapter le niveau de prix, enfin le dessin en fonction du budget du client. Et voilà, donc j'adapte le dessin et les matériaux et on arrive à sortir des choses, voilà, plus ou moins chères selon les budgets. Mais ça, c'est aussi une réjouissance de pouvoir je trouve, de plus rentrer sur ce marché-là en fait. Ouais, ouais, c'est hyper, enfin, les rendus des menuiseries sur mesure, Ouais, c'est magique. Quand on aime la déco, c'est le rêve, c'est le rêve de beaucoup de ouais, personnes. c'est clair. Euh, quelle a été ta ou tes plus grandes difficultés ces 2 dernières années? Euh, bah, je pense que c'est par rapport au marché dont on parlait tout à l'heure, le fait que, en fait, c'est bien de réseauter. Mais je réseaute aussi beaucoup avec d'autres archives intérieures. Donc il y a un petit club qui existe où on se fait des after-work régulièrement. C'est une copine qui a fait la même école que moi, qui a lancé ça avec une autre amie à elle. Et on se rencontre régulièrement, donc je rencontre pas mal de consoeurs sur Paris, sur le 92 comme moi, etc. J'en ai en local que je vois régulièrement, mes copines de promo, etc. Et du coup, on échange beaucoup. Et pendant cette période compliquée, c'était assez parfois un peu anxiogène d'entendre tout le monde se plaindre, se dire j'ai pas de projet, je galère, j'ai vraiment rien en ce moment. Et en fait, moi, je sentais que c'était plus calme, mais j'avais quand même des choses qui certes étaient plus petites, mais je me disais ça me pend au nez, ça me pend au nez, il y a pas de raison. Et donc je me disais il y a pas de raison que ça m'arrive pas non plus. Et du coup, c'était assez stressant. Et finalement, j'ai passé le cap, voilà, comme je te disais tout à l'heure, en faisant des efforts avec les équipes, etc., en prenant des choses un peu plus petites où on s'est vraiment creusé la tête pour trouver des solutions moins chères. Et on a continué à travailler en fait, et du coup, le creux de la vague est passé, quoi. Ouais, bravo. On en a déjà parlé, mais j'imagine que ta définition a peut-être évolué depuis. C'est quoi pour toi la réussite? Euh, je dirais que c'est comme, alors peut-être que je l'ai pas encore atteint dans le sens où je disais tout à l'heure, ce qui me faisait un peu peur, c'était de trouver un équilibre entre le perso, le pro, de trouver le bon dosage. Et en fait, comme je disais, je mets 3 choses. Il y a le perso de l'entourage, le pro. Et le perso, moi, je pense que c'est une troisième point du triangle, on va dire, où là peut-être j'ai pas encore réussi à équilibrer ces trois pylônes là en fait. Je pense que moi je me laisse peut-être un petit peu trop de côté
Et Ouais, tu fais peut-être passer un peu trop les besoins des autres avant les tiens. ouais, du coup, je prends trop sur mon sommeil, sur ma santé à moi, et du coup, je pense que c'est là où la réussite, il y a un petit défaut encore, un petit réglage à trouver encore, je pense. Donc, je pense que la réussite Ouais, parce que aujourd'hui, je me rends compte aujourd'hui que c'est peut-être plus de trouver cet équilibre entre ces trois points-là, et que le point du moi, en fait, je l'avais peut-être pas forcément identifié au départ, parce que je pensais que c'était dans le perso, mais je pense qu'on peut le mettre à part aussi, et, et pas s'oublier soi-même. non, parce qu'en fait, de toute façon, c'est un cercle vertueux ou vicieux. Plus on On- prend soin de soi, mieux on est, et moins on prend soin de soi, moins on est, et du coup, par rapport comme on est quand même au service de notre entreprise, ou notre entreprise est à notre service, on peut le voir comme on veut. Si tu vas pas bien, forcément, à un moment donné, si tu dors pas assez et que tu commences à avoir ton niveau de stress qui monte, forcément, ça va s'impacter sur ta vie perso et pro, évidemment. Exactement, ouais. Moi, je fais les gros yeux quand j'entends ça maintenant. Et je te vois. Ouais. Euh, c'est quoi tes prochains défis? Bon, j'imagine du coup, c'est de travailler là-dessus. Bah oui, complètement. Bah, le prochain défi, je sais pas, le prochain cap, j'ai dit j'ai passé le cap des 3 ans. Le prochain cap, c'est quoi? C'est 5? Qu'est-ce qu'on dit? Euh, On dit que l'amour dure 7 ans, c'est mais 5 ou 7 le je crois que prochain le vrai cap? cap, Le vrai cap suivant, c'est quoi? C'est c'est 7? une bonne question. On dit souvent pour l'entrepreneur, en effet, c'est les fameux 3 ans, mais Et le je cap sais pas s'il suivant, y a je un sais cap. plus, Ouais. je sais plus si c'est 5 Mm. ou 7. Bon, en tout cas, le but, c'est d'aller le plus loin possible, De voilà, de continuer. continuer parce Mm. que, effectivement, je regrette pas du tout le changement. C'est vrai qu'au départ, j'ai décidé de me reconvertir pour faire le métier d'architecte d'intérieur, mais j'avais pas forcément l'âme d'entrepreneur. Enfin, c'était pas forcément un rêve pour moi d'entreprendre et d'être à mon compte. Mais ce secteur d'activité, ce marché fait que la plupart des gens sont à leur compte parce qu'il y a très peu de jobs de salariés. Donc, quand j'ai pris ma décision, je savais que il fallait enfin, c'est le package en fait qu'il fallait prendre. Et il y en a beaucoup en fait qui n'arrivent pas à se développer et à percer dans ce métier-là parce que ils se pensent uniquement archi d'intérieur ou décorateur et pas entrepreneur en fait. Et ils oublient qu'il faut revêtir toutes les casquettes, alors soit en interne, soit en sous-traitant si on peut. Typiquement la compta, moi c'est pas mon truc, donc c'est c'est un expert comptable qui gère. On- Mais c'est super important de pas oublier bah, le commercial, le marketing, la com, la prod. Enfin, il faut tout faire en fait, et il faut pas oublier ça. Et parce que sans client, on a beau être bon, enfin quelqu'un qui peut être très très bon décorateur ou archi intérieur, mais qui ne sait pas aller chercher des clients, bah, pourra pas exprimer son talent en fait. Donc c'est ça qui est le défi quotidien, de se dire qu'il faut pas oublier ça et de savoir jouer un peu sur de tous les curseurs, de doser tous les curseurs à un moment donné. Quand on pousse trop l'un et qu'on oublie l'autre, c'est ce que je disais, je crois, la fois dernière, c'est qu'à un moment donné, quand j'avais la fin de mon chômage, j'avais tellement peur de manquer d'argent que je faisais du commercial à fond. Et j'avais tellement de projets que j'arrivais plus à produire derrière, et je bossais la nuit et le week-end. Donc bon, ça j'ai déjà donné, hein, donc mais c'est des choses qu'il faut pas oublier, de toujours trouver ce dosage entre la prospection, la production, et pas oublier de communiquer sur les rendus, parce que du coup c'est ça qui fait que on a finalement pas besoin de prospecter quand on communique bien régulièrement. La prospection, elle se fait naturellement finalement. Et tu disais au début que, donc là aujourd'hui tu es toute seule, que forcément si tu veux voir te grandir ton chiffre d'affaires de façon beaucoup plus conséquente, il faudrait être plusieurs. C'est quelque chose qui t'appelle? Non, pas forcément. Non, quand je parlais de plusieurs, c'était de comparer ce qui était comparable par rapport en termes Mm. d'évolution de chiffre Oui. d'affaires. Ouais. Parce que je regarde un petit peu les chiffres que je peux trouver, le peu que je peux trouver. A priori, je suis plutôt dans la plaque. Et forcément, quand on est plusieurs, il faut faire plus puisque c'est mécanique, hein.
Oui, il y a plusieurs salaires à payer. Mais Basiquement. alors depuis qu'on s'était parlé, en fait, j'avais au dernier épisode, je te disais que j'avais pris 2 stagiaires, enfin à la suite. Depuis, j'ai Ouais. repris une stagiaire sur une courte période. C'est toujours pareil parce que bon, forcément financièrement ça aide. Et je l'ai prise Mm. après. En fait, comme elle avait bossé sur des projets en stage et que j'avais un gros pic d'activité sur début 2024. Et notamment, j'avais des nouveaux projets, mais aussi des projets sur lesquels elle avait bossé en stage. Et comme elle se lançait à peine et qu'elle avait pas encore de clients, je l'ai prise en freelance pendant 2 mois, justement parce qu'elle connaissait déjà les projets, les clients, elle avait déjà fait les plans et les 3D pendant le stage, donc du coup elle a pu avancer sur le projet plus abouti pour la suite, donc c'était hyper sympa parce que elle était déjà bien dedans. Et après, bah, c'était cette période où j'avais vraiment cartonné sur un trimestre, donc mais c'était le début d'année, donc j'avais pas de visibilité sur ma trésor et sur le reste de l'année, de la conjoncture, sachant que on était vraiment en pleine crise immobilière. Donc j'ai pas Ouais. voulu aller trop longtemps non plus parce que je voulais doser aussi mon investissement. J'ai bien fait parce Mm. qu'après il y a eu un petit creux. Donc, mais en tout cas, ça lui a permis de se lancer. Maintenant, elle a ses projets. Elle commence à avoir ses projets aussi en direct, donc je suis pas inquiète pour elle. Et mais depuis, sinon, je reste seule et j'ai pas forcément l'envie de recrutement. C'est pas quelque chose qui me fait. C'est pas un besoin pour moi. Euh, pour l'instant, je me sens bien seule. C'est pas quelque chose qui me. Après, Donc, tu reprends pas du coup de nouvelles stagiaires. en ce moment, j'aurais pu prendre parce que j'avais vraiment à la rentrée un pic d'activité, mais j'ai même pas pris le temps de chercher. Et puis, j'étais pas sûre que ça m'aide beaucoup, que ça me fasse gagner beaucoup de temps au quotidien parce que comme je suis pas mal dans le partage et un peu pipelette aussi, n'est-ce pas? J'ai tendance à beaucoup échanger avec eux quand ils me posent des questions, à pas mal passer de temps à les rassurer, à leur expliquer des trucs, etc. Et du coup, le temps qu'ils me font gagner sur le boulot, moi, je passe aussi Mm. beaucoup de temps à partager avec eux sur mon expérience, sur Ouais. mes débuts, etc. Et en fait, l'un dans l'autre, j'y gagne pas tant Ouais. que ça. Ouais, mais Faut après, les trouver stagiaires, c'est le ça, juste c'est que équilibre. il faut accepter de donner aussi. Oui, il faut C'est le but donner, du bien stage, sûr. hein. Mm. Donc, sinon, je prends en freelance. Ouais. Et là, c'est vraiment Mm. plus dans bah, ce que je donne en échange, c'est plutôt une rémunération plutôt que du blabla et du conseil. C'est ça. Mais ça a un coût. Donc, il y a aussi le fait que j'essaie de maîtriser tout ça et bon, oui, peut-être après, c'est peut-être un peu égoïste, j'en sais rien, c'est mon point de vue, mais je me dis, je vais quand même essayer de me développer pour pouvoir continuer à m'augmenter progressivement et d'atteindre un peu ce que je veux gagner, plutôt que. Alors, c'est un calcul à faire parce que sur la période où j'ai la freelance, j'avais vraiment des projets que je voulais pas refuser et toute seule c'était ingérable. Donc là, j'ai fait le choix d'investissement dans la mission freelance pour pouvoir ne rien refuser parce que les projets m'intéressaient et parce que justement je voulais emmagasiner du chiffre parce que je savais que la conjoncture était pas top. Euh, et j'ai vraiment bien fait parce que ça m'a permis de prendre beaucoup d'avance sur le début d'année et de passer le petit creux qu'il y a eu au deuxième trimestre et puis là du coup d'être vraiment dans la plaque sur la fin de l'année. Donc mais bon, c'est toujours voilà à tâtons. Mais 3 ans et demi, c'est jeune encore, hein, donc je suis encore à tâtons et je pense que ça va durer encore un certain temps. Je pense que j'ai l'impression que dans l'entrepreneuriat, on est un petit peu toujours comme ça quand on est une toute petite structure, que on est toujours comme ça, sauf à développer, à se structurer et à se faire accompagner pour que ce soit plus solide, quoi. Mais pour l'instant, c'est pas une volonté que j'ai. Ok. Oui, puis de toute façon, c'est vraiment une question, je pense, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est le choix de l'entrepreneur parce que manager quelqu'un, manager des freelances, c'est du temps, c'est de Mm. l'énergie. Enfin, moi, je sais, tu vois, j'ai fait le choix, j'ai fait partie d'un collectif d'entrepreneuses et j'étais la seule à sous-traiter une partie de mon activité. C'était mon choix. Après, voilà, moi, j'estime que c'était le bon choix pourquoi pas moi, pour pouvoir me développer par rapport à moi et mon équilibre. Mais voilà, c'est vraiment chacun par rapport à ses souhaits et à sa volonté de développer son activité. C'est vraiment, il n'y a pas de, c'est ce que je dis dans
le programme en entreprise aligné profitable, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. C'est ce qui compte, c'est que ça soit aligné avec soi et ses envies en fait, parce que il y a des personnes qui seront entrepreneurs solo toute leur vie et peut-être auto-entrepreneurs toute leur vie, et c'est comme ça qu'ils sont heureux et épanouis. D'autres, ils ont besoin de faire une levée de fonds, d'avoir une entreprise avec des centaines de milliers de salariés. C'est vraiment chacun par rapport à oui, à sa vision de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de. Ce qui compte, c'est qu'on soit aligné avec ça. Bah, tout à fait. Et ça rejoint exactement ce qu'on disait au début, les choix sur les axes de communication, les canaux d'acquisition, etc. C'est exactement pareil. C'est des choix personnels. Euh, et bon, après, c'est pas à la même échelle, au même niveau, mais et finalement, et parfois, c'est juste une histoire de rencontre à laquelle, enfin, tout d'un coup, on va faire une rencontre, on s'y attend pas. Bah, par exemple, la personne qui a bossé pour moi en freelance, que j'ai pris en stage à un moment donné, je cherchais pas de stagiaire, j'avais pas passé d'annonce, rien de tout, c'est une candidature spontanée, parce que j'en reçois de temps en temps. Et en fait, là, j'ai vraiment accroché sur sa candidature. Je cherchais pas. Et j'ai vu son look, son approche, etc. Et j'ai dit, enfin, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et donc, on s'est parlé et bon, ça l'a fait. Et donc, ça s'est hyper bien passé au stage. Et du coup, bon, bah voilà, j'ai même voulu prolonger son stage, mais elle pouvait pas par rapport à l'école qu'elle faisait, c'était pas possible. Et du coup, quand j'ai eu besoin en freelance sur les mêmes projets sur lesquels elle avait bossé, bah, c'était une évidence pour moi. Donc, et je savais que ça allait très bien se passer parce que j'ai vu comment ça s'était passé pendant le stage et qu'en plus elle connaissait les projets. Donc, typiquement, c'était une rencontre. Après, ça peut être peut-être une collaboration avec une copine de promo avec qui je m'entends bien, ou un jour on va avoir un projet de trop grosse envergure et de pouvoir pourquoi pas le faire ensemble. Après, il y a un architecte ici à côté de chez moi avec qui je m'entends très bien, qui est que je connaissais d'avant l'association, mais que on est dans la même asso d'entrepreneurs et on essaye parfois de travailler ensemble. Alors, on essaye beaucoup, mais pour l'instant, c'est pas évident. On a du mal à concrétiser. Est-ce que c'est toujours les projets un peu où il faut de la structure, des autorisations mairie, et puis après un peu d'intérieur, etc. Donc, on cherche pas mal. Enfin, on s'envoie quelques contacts l'un l'autre et on essaye pas mal de trouver une façon de concrétiser un projet ensemble. On l'a fait une fois enfin, je l'ai aidé une fois sur un projet, mais on essaye beaucoup et je pense que ça va finir par tomber, mais c'est des choses qui sont envisageables de collaborer, de faire des collaborations en fait ponctuelles. Je trouve ça sympa aussi. C'est une façon aussi de tester un peu des choses sans forcément s'engager. Et puis il faut savoir trouver les ressources complémentaires qui nous manquent au bon endroit, en fait. Savoir bien s'entourer. Oui, c'est une question Ouais. d'opportunité. Et aujourd'hui, du coup, tu travailles de la maison ou tu travailles dans un coworking? Non, je travaille essentiellement de chez moi, donc ça peut m'arriver. C'est hyper rare d'être dans un café ou dans un coworking, mais c'est très rare. Après, je sais qu'il y en a qui le font assez régulièrement, mais ça m'est arrivé de bosser une fois avec une copine à la maison. Enfin, chacune sur nos projets, ou les stagiaires, ça peut être en coworking ou dans un café qui accepte les gens qui travaillent. Mais sinon, non, c'est essentiellement de chez moi. Est-ce que, avant qu'on se quitte, tu aurais un conseil pour les personnes qui, alors, on va avoir 2 conseils. Un conseil pour les personnes qui hésitent à écouter leur petite voix et à se reconvertir. Et puis un conseil après pour, les personnes qui se sont, reconverties et notamment, en tant qu'architecte d'intérieur. Et le petit conseil à suivre, d'Émilie. Euh, Bah alors pour la reconversion en général, c'est toujours après je pense que c'est propre à chacun. Il y a des gens qui sont plus ou moins fonceurs. Après, il faut que le risque soit mesuré quand même. Donc, bon, après, moi, c'est un peu mon tempérament de mesurer le risque. Évidemment, faut pas se lancer tête baissée sans avoir de plan B, sans avoir un peu de quoi investir un minimum dans sa société au départ, parce que bah, ça va se recouper en fait. Les conseils, c'est aussi de pas oublier qu'on est chef d'entreprise enfin, quand on se reconvertit, la plupart du temps, c'est pour
si on change de métier, la plupart du temps, c'est pour être à son compte. C'est souvent ça. C'est rare que, enfin, ça existe aussi les reconversions pour être salarié, mais je pense que c'est un peu plus rare. Donc là, je pense que ta question, c'est plutôt le côté entrepreneuriat. Donc de pas oublier que on se reconvertit pour faire un nouveau métier, mais que notre premier job, c'est d'être entrepreneur et d'avoir une boîte structurée avec une offre structurée, savoir qui est sa cible, savoir à qui on s'adresse, où on va trouver sa cible et comment communiquer auprès d'elle pour juste avoir des clients en fait. Donc avoir une offre claire et savoir être à l'aise avec ses tarifs, avec ce qu'on propose, d'avoir ce qu'on fait pas, ce qu'on accepte de faire, ce qu'on n'accepte pas. Donc déjà être clair avec tout ça le nerf de la guerre, c'est d'aller chercher les clients quand même, hein. Mais donc de pas oublier ça. Et oui, enfin, moi dans mon tempérament, c'est de mesurer, de se dire si j'ai vraiment envie de le faire et si j'y vais pas, je pense que je vais regretter. Donc mais de se dire qu'est-ce qui se passe si ça marche pas, comment je vais le vivre, comment je vais rebondir et en fait je pense que je me suis décidée à me lancer une fois que j'avais répondu à toutes ces questions pour moi. Mais ça c'est vraiment perso. Je sais pas si les autres se posent autant de questions, mais en tout cas je pense que c'est pas idiot de se poser ces questions-là et parce que on peut aussi c'est pas parce qu'on envisage que ça puisse ne pas marcher et qu'est-ce qu'on fera si ça marche pas qu'on n'est pas volontaire et qu'on n'a pas la niaque pour y arriver. Mais mais voilà, je pense que c'est un peu ces conseils-là que je donnerais. Et après, sur le marché de l'architecture intérieure, il y a énormément de reconversions. Il y a énormément d'écoles qui proposent des reconversions à distance qui durent je sais pas combien de temps et en fait le contenu des formations il n'est pas toujours le même donc il faut énormément comparer ce qu'il y a dans comme contenu en termes de d'apprentissage de programme savoir si c'est reconnu ou pas savoir parce que en fait aujourd'hui il y a un gros débat sur il y a énormément d'archi d'intérieur qui en fait font un peu de se reconvertissent plutôt dans la déco, mais qui font quand même des travaux, des plans et du suivi de chantier, alors que du coup, c'est plus de la déco, et qui n'ont pas d'assurance décennale. Et en fait, c'est hyper dangereux de travailler dans ces conditions, à la fois pour soi, pour les clients, parce que bon, c'est quand même des grosses responsabilités. Et s'il se passe des choses sur un chantier, ça peut aller très loin, quoi. Donc, ça peut coûter très très cher. Ouais, il y a Oui, des oui, vrais risques, c'est il y a des vrais ouais, risques c'est ça. identifiés, c'est pas Donc ouais. du coup, moi je conseillerais vraiment, enfin c'est la démarche que j'ai eue et je pense que finalement, avec du recul c'est vraiment la bonne, c'est de se dire de prendre une formation sérieuse qui est reconnue, qui permet d'accéder à une assurance décennale si on veut faire du plan et du suivi de chantier. Après pour gagner sa vie, je pense que juste la déco c'est un peu compliqué, ça suffira pas. Donc il faut vraiment faire des choses un peu plus engageantes, mais voilà, qui dit engagement dit il faut assumer, il faut avoir on a des responsabilités, donc il faut faire ce qu'il faut pour faire les choses dans les règles et aller vraiment au bout des choses. Donc oui, il faut pas se lancer avec pas du tout d'argent parce que finalement il faut mettre un peu dans son capital social, il faut investir un peu dans soit on fait son site web soi-même, soit on doit trouver quelqu'un pour le faire et puis après on fait le choix de faire des réseaux sociaux, du référencement ou autre, ça c'est une stratégie à adopter mais ça coûte soit du temps soit de l'argent, soit du temps perso soit de l'argent si on délègue ou soit de l'argent si on investit dans des médias type Google etc. Et puis les assurances etc, c'est aussi un budget et puis les logiciels ouais, il y en a qui craquent les logiciels. Voilà, moi j'ai fait le choix de tout faire dans les règles, de payer mes licences de payer mes assurances donc c'est un coût, donc j'ai des coûts de fonctionnement qui peut-être plus importants que voilà, il y en a qui peuvent peut-être se payer plus que moi mais qui n'ont pas d'assurance et qui craquent leur logiciel. Bon moi c'est pas mon cas, je préfère faire les choses dans les règles. Et parce qu'aujourd'hui, le métier, il n'est pas réglementé, mais je suis persuadée qu'un jour, ça va arriver. Donc, j'ai voulu faire les choses bien dès le départ, parce que je me dis que peut-être qu'un jour, il y aura des équivalences ou des choses où je pourrais être reconnue en tant que, par le fait d'avoir fait les choses bien dès le départ et d'avoir tout respecté. Euh, et puis, bon, ça permet d'être plus serein aussi, hein.
Oui, et puis ça permet de gagner au début, de fait de tout structurer, ça prend du temps au moment donné, mais après, ça permet de gagner un temps sérieux et parfois il y en a qui commencent moi je sais que j'ai toujours eu la même démarche que toi de faire les choses sérieuses, structurées dès le début, parce que finalement, voilà, ça roule, tout est carré. Évidemment, après tu améliores les process, tu améliores les choses, mais au moins déjà, tu sais que tout est carré et ça permet de gagner du temps derrière et puis d'être plus pro vis-à-vis de ses clients. Et puis parce que quand tu es dans un univers hyper concurrentiel, c'est important, en effet, d'avoir des choses bien cadrées et c'est aussi un axe de différenciation aussi. Ouais, finalement, c'est les fondations de l'entreprise, quoi. Donc, d'avoir déjà C'est ça. d'avoir bien structuré les choses et d'avoir fait les choses déjà juste les basiques, d'être dans les règles, dans la loi, tout simplement. C'est ça. Et puis quand on est architecte d'intérieur, d'avoir des fondations solides d'une maison, finalement c'est un peu c'est clair. rassurant quand même. Ouais. Pour les personnes qui ne te suivent pas encore, donc déjà, ce que je vous recommande, c'est d'écouter, bon ça je le mettrai en introduction, mais d'écouter quand même les premiers épisodes pour ceux qui t'ont pas encore écouté, parce que on en est du coup au rendez-vous 5. Ça va être un petit peu long. Je pense que ça peut être intéressant de... Mais bon. Oh, on peut l'écouter en accéléré, hein, c'est possible, c'est possible. Et puis, l'école de déco que tu as faite, si je me rappelle bien, c'est MMI tout Déco. à fait. Sachant que ce qui est important de savoir, c'est que pour les formations, déjà en fonction de votre situation, vous pouvez utiliser votre CPF, vous pouvez aussi Pôle Emploi peut aider. Alors ça, je crois que ça s'appelle France Travail maintenant. Peut aider dans le financement de la formation. Et si vous avez une entreprise, alors les lois évoluent, hein, les lois de finances évoluent, mais en tout cas, c'était le cas de 2023, de 2022. 2023 et 2024. À la fin de l'année, on peut déduire jusqu'à, je crois, 1 000 euros des formations engagées. Et ça, c'est un truc qui est hyper important. Je ne sais pas si tu avais l'info, Émilie, c'est que dès que tu fais une formation, tu peux la déduire de ton résultat net. Donc, du coup, mine de rien, c'est quand même... typiquement, tu fais une formation, tu déduis 1 000 euros, enlèves 1 000 euros d'impôt. Ouais, voilà, c'est quand même vaguement entendu parler, mais je connaissais pas exactement les règles et les montants. Mais c'est vrai que moi, j'adore me former, j'adore apprendre. Mais j'apprends tous les jours, hein, sur le terrain. Donc j'ai fait beaucoup de formations, hein, parce que dans les épisodes précédents, on parle de ma formation que j'ai faite en digital, en distanciel, plus la reconversion, etc. Donc au bout d'un moment, j'ai toujours envie de me former, mais là, je me suis freinée toute seule parce que je me dis bon, faut quand même que je lance ma boîte et que je la fasse tourner et que je fasse les projets. Mais voilà, je sais pas, par exemple, là il y a l'IA qui arrive. Je me dis, je me formerais bien à l'IA par rapport à mon métier pour voir comment je peux justement gagner en productivité, comment ça peut m'aider, des choses comme ça. Je trouve ça hyper intéressant. Puis j'ai pas du tout le nez dedans encore. Après, je peux aussi, voilà, j'ai plein d'idées de formation pour m'améliorer, pour être plus productive, etc. Mais je me suis un peu freinée sur les premières années pour me dire bon, faut quand même que je produise. Mais oui, typiquement s'il y a des petits creux d'activité où justement je suis moins angoissée et que je veux mettre à profit le temps que je peux avoir un peu plus, ce serait pour faire ce genre de choses aussi, par exemple. Je trouve ça chouette et ça peut justement être un levier de gain de productivité. Donc ça peut être tout bénef en fait. Ouais. Et puis en plus, bon je te dis jusqu'en 2024. Bon, la loi de finances de 2025 est pas encore passée, mais du coup, bon, mine de rien, ça aide à se former en se disant que en plus, t'as des coûts de formation qui sont limités, même si les formations sont chères. Top. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Alors, je pense qu'aujourd'hui, bon, forcément, je vais à chaque épisode, il y a un merci et je change parce que aujourd'hui, je pense que c'est le côté, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, le côté travail d'équipe avec les différents intervenants sur un projet où j'en ai parlé pas mal dans un post récemment sur Instagram. C'est que sans les artisans pour exécuter les plans, les 3D que je dessine à la perfection, dans les détails, avec des détails soignés, etc., le projet il serait pas le même.
Et sans le photographe avec son œil avisé pour mettre en avant, voilà, les contrastes, les perspectives, les détails, avec des photos hyper quali, bien cadrées, avec une belle lumière, etc. Bah, le projet, il serait pas du tout le même. Enfin, le projet, il serait le même pour le client, mais en fait, moi, pour le partager, ce serait complètement différent. Et en fait, sans ces équipes-là avec lesquelles j'ai réussi à m'entourer, desquelles aujourd'hui j'ai réussi à m'entourer, bah, ce serait vraiment pas pareil. Donc, c'est à eux que j'ai envie de dire merci aujourd'hui de ce côté travail d'équipe. Parce que même si je suis toute seule, j'estime que j'arrive quand même petit à petit à me constituer une équipe de partenaires de confiance sur la durée avec qui je travaille régulièrement. Et c'est clair que bah, je suis super contente de ce qu'on arrive à sortir tous ensemble en fait. Parce que moi toute seule, je ferais pas la même chose. Mm. Ouais, et puis en fait, finalement, dans tous les métiers, moi, je disais souvent quand j'étais quand j'étais recrutée pour être directrice marketing, je leur disais, je viens avec mon équipe de prestataires, parce qu'en fait, quand tu as une bonne équipe de prestataires, eh ben, ça permet de gagner un temps énorme, parce que tu sais que tu vas pas perdre de temps, tu vas pas perdre d'argent, ça va être efficace et c'est gagnant pour le client, et puis c'est gagnant pour toi, pour ton confort de vie, parce que quand tu as des équipes sur lesquelles tu dois crier en permanence, qui sont en permanence en retard, ton quotidien n'est pas le même. D'ailleurs, c'est un truc que je vends vraiment aux clients, de se dire, moi, je leur propose, quand il y a le suivi de chantier, je leur propose de travailler avec mes équipes et je fais pas forcément faire, si j'ai, par exemple, 3 sociétés tout corps d'État, je vais pas forcément leur faire un devis à chacun. Aux clients, je vais pas proposer 2 ou 3 devis. Je vais leur dire, par rapport à votre projet, par rapport à votre projet, votre délai, les dispos, les budgets, etc., ce que vous voulez faire, le savoir-faire des gens, parce que comme je sais qui travaille comment, à quel prix, etc., et dans quel délai, je leur dis, je vais vous proposer l'équipe que j'estime être la mieux placée pour faire votre projet. Donc, je leur présente un devis. Après, s'ils veulent un deuxième devis, ils peuvent proposer eux quelqu'un, s'ils connaissent quelqu'un, et on peut mettre en concurrence. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je ne facture pas le même prix de suivi de chantier si je travaille avec mes équipes ou avec quelqu'un que je connais pas, en fait. Ça se forcément, parce que justifie. le travail ne sera pas le même. Ce que tu viens de dire avant, ça le justifie complètement. Ils le comprennent. Et je sais pas si tout le monde fait ça, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était assez juste de faire ça parce que découvrir une équipe, un mode de fonctionnement, de communication complètement différent, en fait, je vais perdre du temps. Et du coup, quand je travaille avec des gens que je connais, avec qui j'ai l'habitude, c'est hyper fluide, on se comprend. Des fois, juste on se regarde sur le chantier, on n'a même pas besoin de parler, on a la même idée en même temps et on le voit et on rigole. Et mais ça a pas de prix, quoi. Donc, bah oui, je fais pas le même prix, je fais moins cher si je travaille avec mes équipes. Ouais. Oui, et puis en même temps, tu as plus la garantie de leur dire que ça sera un Oui, travail parce de qu'après, qualité. si c'est eux qui me choisissent quelqu'un et qui connaissent et qui ont confiance, bah, ok, moi je suis ouverte, il y a pas de souci. Oui. Oui, bien sûr. Mais c'est juste que j'aurai pas l'habitude, ce sera moins fluide, je vais passer plus de temps quand même. Mais en tout cas, tout le monde le comprend. Ça pose aucun souci, mais je le dis dès le départ. Donc, je le cache pas et ça passe très très bien. Trop chouette. Merci beaucoup, Émilie. Puis, on essaie de se parler avant. Enfin, on s'est parlé toutes les deux par message depuis 2 ans, mais on essaie d'avoir la suite à partager à la communauté avant 2 ans. Un grand, grand, grand merci. Et attends, ça n'a pas donné ton compte Instagram pour qu'on puisse découvrir tes magnifiques réalisations. Mon compte Instagram et mon site, donc la société, c'est 15h13 avec le 15 et le 13 en chiffres. Et si vous voulez savoir pourquoi ça s'appelle 15h13, on vous invite à écouter les épisodes d'avant. Je crois que tu l'as révélé dans le 2e ou le 3e. Ça doit être le 2e parce que je pense que le premier, j'avais pas encore officialisé le nom. Non. Et sinon, c'est sur mon site. Je crois que de mémoire, t'avais fait le teasing dans le 2e épisode en disant voilà, je vais changer de nom, enfin je vais créer un nom et tout, mais je crois qu'il y avait le teasing et qu'il n'y avait pas encore la version. Ouais, je pense qu'on avait parlé du sujet de déposer le nom ou pas à l'INPI. Donc je l'avais pas fait encore. C'est bon, c'est déposé depuis longtemps. Bon. Oui. Sinon, je réponds aux messages privés s'il y en a qui veulent savoir et qui ont la flemme de chercher.
Non, attends, Et Émilie, rappelle-toi, tu dois prendre soin de ta santé et de ton temps. Donc ça, ils peuvent trouver l'information. Ok, ça marche. Je ne sais pas alors. À très Merci à vite, toi, Charlotte. merci beaucoup. Et si toi aussi, tu as envie de découvrir ta raison d'être, comme mon invité du jour, je serai ravie de t'accompagner avec le bilan de compétences nouvelle génération. Pour en savoir plus, tu as le lien dans les notes de l'épisode. Tu aimes le podcast Pourquoi pas moi ? Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Une fois encore, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'oublie pas d'en parler autour de toi et surtout de ne jamais oublier de te dire « Pourquoi pas moi ?»